Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma où je reçois Thomas Gros qui est chef machiniste. Bonjour Thomas et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Florian, bonjour. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous vulgariser un peu ton métier ? Oui, donc je m'appelle Thomas Gros, je suis chef machiniste pour être exact. Et mon métier, le métier de la machinerie de manière générale, que ce soit les machinistes ou les chefs machinistes, puisque le chef machiniste il est là que pour encadrer une équipe de machinistes. Mais au final ce qui est important c'est le métier de machiniste. Et le métier de machiniste ça concerne on va dire deux choses principales qui sont le support de caméra et la sécurité sur le plateau. Et pour entrer dans cette partie-là, plus spécifiquement, par exemple, on sécurise tout ce qui est installation électrique. Installer un projecteur, que ce soit sur son pied, même tout en bas, par exemple, on va aller mettre une gueuse, un sac de sable, pour permettre de lester ce pied pour éviter qu'il tombe si on venait à le chuter, enfin à le toucher malencontreusement par exemple. Comme accrocher des projecteurs en l'air, que ce soit à l'aide de barres ou peu importe de déport. À partir du moment où il faut faire une installation avec un projecteur, c'est nous que ça concerne. Dans l'aspect sécurité, on va dire que de ça découle le fait qu'on va faire attention de manière générale sur le plateau, qu'il n'y ait aucun élément qui ne soit pas sécurisant pour le personnel. On est là pour avoir un œil sur tout ce qui peut concerner la sécurité des gens sur le plateau. Et dans un sens, on est un peu le relais du directeur de production qui a légalement qui prend en charge légalement cette responsabilité de la sécurité du plateau, mais comme il n'est pas là tout le temps, eh bien, on est un peu intuitivement le relais du directeur de production. Voilà. Et du coup, la sécurité implique aussi la sécurité de la caméra, et donc du coup, tous les supports de caméra, tout comme transporter la caméra. À partir du moment où la caméra est sur le plateau, on va dire que on doit avoir un œil dessus sur la sécurité, pour la sécurité de la caméra. Faire en sorte qu'elle ne tombe pas, qu'il lui arrive rien, qu'elle soit protégée de la pluie ou autre. Okay. Et ça, c'est un peu en coordination avec les assistants caméra, pour qui c'est le travail complet, et du coup aussi, bien sûr, ils ont un œil là-dessus. Ok. Et du coup, pour toi, quelles sont les compétences et les connaissances principales qui sont nécessaires dans cette profession ? Alors, je dirais que plein de personnes peuvent faire ce métier-là, que plein de caractères et de qualités sont nécessaires ou potentiellement utiles à ce métier. Puisque, en fait, on est un peu des touche-à-tout. Il faut qu'on ait une connaissance un petit peu pour avoir un avis, par exemple, sur comment on va construire, par exemple, des choses. Donc, par exemple, les questions de mesure de poids, on a besoin de savoir si, par exemple, la construction qu'on fait est suffisamment solide ou va répondre aux contraintes, par exemple, de choc qu'elle va pouvoir avoir pour raison X, que ce soit, je sais pas quoi, une crash box, par exemple, pour un accident de voiture, par exemple. Est-ce qu'elle va être suffisamment solide, est-ce qu'elle va résister? Je ne sais rien. Moi, si c'est construire un déport pour pouvoir mettre la caméra à 2 mètres de son point initial, est-ce que effectivement la construction va tenir pour supporter ce poids, enfin ainsi de suite. Il y a quand même une notion, il faut être très manuel du coup. Il y a une notion manuelle, mais par exemple, on pourrait très bien ne pas être manuel, avoir toutes les idées pour ça, et puis s'appuyer sur quelqu'un dans son équipe qui, lui, va être beaucoup plus manuel, et puis va finalement pallier à ce défaut. Comme on est une équipe, de toute manière, il faut tellement de connaissances que tout avoir, j'ai l'impression que c'est compliqué, et que c'est pour ça que, par exemple, le travail en équipe est extrêmement utile pour mon métier,
c'est qu'il permet aussi de regrouper plusieurs compétences. Voilà. Moi, par exemple, en fonction des films ou de ce que je vais faire, mon équipe, je vais éventuellement l'orienter vers vers une qualité ou une autre qualité. Si c'est un film en montagne, par exemple, ben, on va prendre quelqu'un qui est plutôt à l'aise en montagne et qui va avoir quelques notions d'escalade, des choses comme ça. Alors que si c'est plutôt un film d'accroche-voiture, eh ben on va prendre quelqu'un qui a plutôt l'habitude de manipuler les voitures, qui a des connaissances mécaniques, des choses comme ça. Ok, ça demande quand même d'être vachement précis sur des domaines. C'est ça que je veux dire, c'est qu'effectivement, on est censé avoir plus ou moins une petite connaissance sur un peu toutes les problématiques éventuellement de la vie. Et donc, par exemple, j'ai l'impression que dans les caractéristiques qu'on a un petit peu toutes communes, c'est que on a toujours un avis sur tout. Il y a des caractères comme ça, et j'ai l'impression que c'est une des caractéristiques un peu de notre métier quand on est machiniste, c'est qu'on aime bien donner son avis, avoir son avis sur tout. Parce que j'ai l'impression que de toute manière, c'est aussi ce qui nous anime, c'est finalement d'avoir plusieurs compétences. Ce métier-là réunit plusieurs compétences et de savoir mêler tout ça pour trouver une idée pour comment accrocher cette caméra là, comment la déplacer de là à là. Voilà. Ok, et du coup, en général, vous êtes combien dans une équipe de machinerie? Ben, ça varie beaucoup du type de film qu'on fait. On va dire que quand même, on va dire l'équipe classique minimum, il va être un chef et un machiniste. Mais après, un tout petit film qui nécessite finalement peu de machinerie parce que ça sera à l'épaule, parce que c'est dehors, qu'il n'y aura pas de lumière, que c'est un film naturaliste. Dans ce cas-là, bah, par exemple, on pourrait s'imaginer que c'est une seule personne suffit, uniquement le chef, avec quelquefois des renforts, parce qu'on va faire on va shooter de nuit, ou des choses comme ça. Et que là, d'un coup, ça va nécessiter un petit peu de lumière, voilà, pour une accroche particulière. Et puis après, ça peut très vite aller à 1+2, on va dire en équipe un peu de base. Dès qu'on va avoir par exemple 2 caméras sur le tournage de prévu presque tout le temps ou tout le temps, dès que ça nécessite un peu du pré-light ou d'anticiper des choses, voilà. Et puis ça peut monter beaucoup plus en fonction des films et de leur importance. Et c'est un peu un machiniste pour une caméra du coup? On va dire que c'est ça. Okay. Pour revenir un peu dans le passé et parler un peu de toi, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé vers le cinéma et plus particulièrement vers ce métier? Alors je dirais que c'est un peu le hasard, et je dirais que c'est aussi une des caractéristiques un peu générales des métiers de l'intermittence. Un peu moins maintenant parce que comme c'est un peu plus connu, il y a des écoles, donc les gens plutôt savent qu'ils veulent aller vers ce métier-là, mais quand même souvent il y a quand même une notion de hasard dans la rencontre du métier ou arriver pareil dans le cinéma de manière plus générale. Moi j'ai fait une licence art du spectacle. À la fin de cette licence, on a fait un court-métrage. C'est le fait de faire ce court-métrage, de faire ce court-métrage qui m'a donné l'envie d'aller voir ce que ça pouvait donner, de travailler sur des tournages. J'étais à Caen et donc j'ai fait un stage dans une boîte de production à Paris qui devait durer 6 mois au départ, qui n'en a fait que 3 au final, puisque au bout de 3 mois, ils m'ont envoyé sur un court-métrage. J'étais donc assistant de production. En même temps que moi, il y avait un autre assistant de production. Je ne sais plus quelle école il devait faire, peut-être Louis Lumière, je ne sais plus dans quelle branche, enfin dans quelle école on enseigne la direction de production, enfin en tout cas la production. Et donc il était beaucoup plus assidu que moi dans cette branche, on va dire. Et donc il se trouve que le premier jour de ce court-métrage est rentré dans les bureaux le chef machiniste de ce court-métrage-là, qui était tout seul, il me semble, par exemple. Et il a demandé un coup de main. Je me suis levé de ma chaise et je me suis empressé de répondre positivement à cette demande. J'ai donc fait la semaine avec lui, finalement. Je ne suis pas retourné dans le bureau de production. Et à la fin, il m'a demandé si j'avais aimé, je lui ai donné mon numéro, et c'est un peu comme ça que c'est parti. Ok, ah oui, vraiment petit hasard, quoi. Le hasard d'une rencontre. Ouais, mais par exemple, mon métier, il n'a presque pas enseigné dans les écoles. Donc finalement,
les gens dans les écoles connaissent mon métier ou ce que je fais en gros. J'ai eu beaucoup de stagiaires. Et l'une des caractéristiques un peu communes à ces stagiaires, ce qu'ils m'ont à peu près tous dit à un moment ou à un autre du stage, c'était qu'ils ne se rendaient pas du tout compte de ce qu'était réellement le métier. Et souvent, ces stagiaires-là ont fini machiniste. Okay. Parce qu'on ne connaît pas le métier, ce que c'est en fait, en vrai. Du coup, justement, ça enchaîne bien avec ma prochaine question. J'adorais ton cursus, mais tu viens de le dire. Mais du coup, qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à une personne qui voudrait se lancer dans cette voie, qui n'a pas beaucoup d'études? Il n'y a vraiment aucun cursus qui permet de devenir machiniste. C'est ce que je leur dis tous à chaque fois, qui peuvent lâcher l'école, puisque ça sert à rien, en tout cas pour mon métier. Le mieux, c'est de pratiquer. Donc, c'est de faire des courts-métrages. C'est d'exercer, de faire des rencontres avec des machinistes et des chefs machinistes, aller éventuellement dans des boîtes de location comme TSF, Transpa, peu importe, et de faire un stage là-bas, voilà. Ok, on peut commencer directement machiniste, on peut pas passer, enfin je vois qu'il y a beaucoup de métiers comme ça où quand tu apprends sur le tas, tu passes limite par régie, tu as l'assistant à la régie, tu vois un peu, pour commencer c'est effectivement, la régie, on va dire de toute manière, c'est le premier métier qui est facilement accessible, et qui de toute manière permettra effectivement, pareil, de faire des courts-métrages, et donc de rencontrer éventuellement un chef machiniste ou un machiniste sur ce court-métrage-là, d'aller les voir pour leur dire « Ah, j'aimerais bien essayer », et ainsi de suite. Okay. Mais en fait, oui, je conseillerais de faire du court-métrage voilà, pour rencontrer des gens, essayer le métier le plus tôt possible pour savoir si c'est ça qu'on aime, et que de toute manière, il n'y a qu'en pratiquant qu'on apprend le métier. Ok. Du coup, comme tu es dans ce milieu depuis des années maintenant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton évolution professionnelle et à quel point peut-être ton métier il a évolué aussi? Déjà, peut-être l'évolution en passant de machiniste à chef machiniste, qu'est-ce que ça implique, tu vois, les différences entre vraiment les deux métiers concrètement? Alors, la différence entre les deux métiers, finalement, elle est assez minime. Enfin, pour moi, c'est exactement le même métier. Quand je suis sur un plateau, pour moi, je suis autant machiniste que chef machiniste. Je fais le même métier, je vais pratiquer un peu comme lui, mais la spécificité du chef machiniste, elle est d'encadrer cette équipe-là et de la gérer, de répartir les équipes, voilà. Okay, c'est juste la fonction managériale en plus. Oui, en fait. On va dire que c'est ça. Okay. Sinon, en soi, il n'y a pas de différence. Est-ce que ça a changé pour moi? Moi, je m'épanouis plus là-dedans. J'aime et pratiquer et manager une équipe. Parce que du coup, je suppose qu'on peut rester machiniste toute sa vie, on n'a pas forcément des envies. Exactement, on n'est pas obligé de passer chef machiniste. Oui, totalement. Et du coup, est-ce que tu trouves que le métier de machiniste, en soi, il a changé Alors moi, a priori, à l'époque à laquelle j'ai commencé, quand finalement j'ai fait machiniste très peu de temps, 2 ans, ce qui n'était pas du tout la règle à l'époque. Maintenant, c'est un peu plus courant, le parcours que j'ai eu moi. Mais au début, j'étais dans les précurseurs, je pense, de ces générations où j'ai l'impression qu'on veut aller plus vite. Et en tout cas, moi je ne l'ai pas vraiment voulu. C'est pareil, c'est le hasard qui a fait que j'ai évolué aussi vite. Sinon, dans un sens, je serais bien resté un peu plus longtemps machiniste pour voir un peu plus de choses avant de les aborder en tant que chef machiniste. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est plus on pratique, plus on sait. Et dans un sens, très certainement que j'ai pas pratiqué assez en tant que machiniste. Et donc j'ai pas vu assez de situations. Peut-être qu'il aurait été bien que je vois un peu plus de situations en tant que machiniste avant de devenir chef machiniste. Alors ça m'a jamais porté préjudice, c'est toujours très bien passé. Mais dans un sens, il y a des fois où je me suis dit, ah tiens, ça plutôt que de me confronter en tant que chef et prendre certaines responsabilités, peut-être qu'il aurait mieux valu que je les ai vécues avant, sans cette responsabilité-là. Voilà, mais il se trouve que mon parcours a fait que j'ai dû passer, enfin, en tout cas on m'a proposé, on m'a offert la possibilité de devenir chef assez rapidement. Voilà.
Et après, sur le métier en soi, je sais pas, peut-être vu que tu parles quand même de beaucoup, je sais pas, de support, etc., sur la Mhm, caméra, ou même, mhm, même la taille des caméras, tu vois, je pense mhm. qu'elle a vachement Alors ça, évolué. effectivement, on va dire, le seul point qui a évolué, en tout cas qui a induit une ou deux petites choses, mais c'est la taille des caméras. Avant, quand on était à mon métier et qu'on avait une caméra qui pesait, je ne sais pas combien elle pesait avant, mais pour la déplacer, pour l'accrocher, pour lui faire un mouvement, ça nécessitait du matériel encore plus lourd. Et donc plus de gens pour pouvoir déplacer, manipuler, construire ce qui va autour de cette caméra. Maintenant que la caméra s'est réduite, bah, pareil, du coup il y a besoin d'un peu moins de gens. Le support est un peu plus petit, un peu plus léger. Donc on va dire dans un sens plus simple, je dirais. Mais sinon, c'est le seul, je crois, gros point qui a changé dans la machinerie, parce que, après, par exemple, les caméras, elles évoluent tout le temps. Nous, beaucoup moins. C'est la seule chose qui a évolué. Comme ça, on va dire que c'est là quand même depuis les années 2000, on va dire, cette réduction 2000-2010 des caméras vraiment fort. Et ça n'a pas beaucoup bougé depuis. Du coup, on reste dans les mêmes proportions. Voilà, on va dire depuis les années 2010, c'est les mêmes proportions, quoi. Ouais, mais après, du coup, peut-être sur les installations, ou tu vois, les types d'installations, est-ce qu'on va pas te demander maintenant des choses plus complexes ou quoi, juste pas été possible avant, et aujourd'hui c'est possible? Bah, bien sûr, du coup, il y a des petites finesses de choses où maintenant on peut aller mettre la caméra alors que. Bah, non, avant on construisait genre plus gros autour. Donc, Ah ouais? oui, Ok. allez, peut-être deux, trois plans sont faits parce que la caméra s'est réduite, mais pas de fou, quoi. Qu'est-ce qui a changé? Si, bah, du coup, ce qui a quand même ramené le drone, ce qui est, on va dire, par exemple, l'une des. Avant, il fallait un hélicoptère, par exemple, pour faire les. Donc, ça, c'était quand même beaucoup d'argent. Alors que maintenant, ces plans-là, c'est des plans qui sont faciles à faire, qui coûtent beaucoup moins cher. Donc, on en voit peut-être plus. Mais on les faisait quand même déjà avant. C'est ça que je veux dire. Ouais, ok. Oui, en fait, c'est juste que en effet, c'est juste des choses qui coûtent moins cher, quoi. Moins cher, du coup, en Ça fait, devient plus peut-être que. normal, peut-être un peu, Oui, du coup. Ouais. exactement. Du coup, maintenant, on va dire que peut-être que il est plus facile de ramener du mouvement dans un film qu'avant. Ok. Ça coûte moins cher maintenant de ramener du mouvement dans un film qu'avant. Et du coup, tu parlais de construction. Il y a quand même pas mal de choses qui existent et que vous utilisez. Enfin, tu vois, par exemple, il y a les, je sais pas comment ça s'appelle, les petits chariots sur lesquels tu mets la caméra et tu pousses les Une dolly, travelling. une Ouais. dolly. Le travelling, C'est juste les rails. on va dire, Ok. c'est les rails. Du coup, ça, par exemple, c'est des choses que vous construisez pas à chaque fois. Je suppose que vous les louez, vous les achetez. Ah oui, oui, bien sûr. Tout ça, c'est ce qu'on va appeler le gros matériel de machinerie. Ok. C'est ce qu'on loue chez des loueurs. D'accord. Il y a quoi justement comme ça en matériel après qui existe Alors, en gros, une production, elle m'emploie pour mon savoir-faire. Pour pouvoir exercer mon savoir-faire, j'ai besoin de matériel. Et on va dire que dans ce matériel-là, il y a du gros matériel et du petit matériel. Le gros matériel, on va avoir tendance à le louer chez des loueurs, comme je disais tout à l'heure, TSF, Transpa, Cinésil, d'autres. Euh, et on a du petit matériel qu'on va appeler la bijoute. Je suppose que dans d'autres métiers, tu as déjà entendu ça. accessoiristes de plateau, ils m'en parlaient Oui, aussi. voilà, on va dire c'est du petit matériel qu'on ramène avec nous, qui nous appartient, qu'on ramène avec nous, qu'on loue à la production, et qui nous permettent, par exemple, pour moi, de caler ce travelling dont tu parlais. J'ai des cales de différentes tailles, différentes grosseurs, qui me permettent de caler le travelling qui soit à niveau. Mais pareil, du coup, j'ai des barres en aluminium, j'ai du bois, Et du coup, du pastin, du battant, qui me permet de faire des constructions si j'en ai besoin. ok. Et du coup, pour tous ces gros matériels, qui va, enfin, choisir quoi louer et est-ce que c'est toi du coup qui va les chercher, c'est toi qui les emmène, qui les installe? Alors, bonne question. Effectivement, du coup, cette part du métier qui est le support de caméra fait que on est, on est un soutien du chef opérateur qui est le soutien de la réalisation. La réalisation va avoir une demande à laquelle le chef opérateur va vouloir répondre de manière technique.
par exemple, on est dans une pièce actuellement, je veux que la caméra aille d'un coin de la pièce jusqu'à l'autre coin de la pièce. Comment on fait? Soit le chef opérateur sait d'avance parce qu'il a les connaissances techniques comment on fait, et donc il va juste me dire, ah bah, sur ce plan-là, dans cette séquence, on va poser un rail au sol et mettre la dolly dessus. Ou alors, éventuellement, c'est une nouvelle idée, ou peu importe, personne n'a éventuellement l'idée de comment on pourrait faire, et dans ce cas-là, on me consulte pour savoir, bah, à ton avis, comment on pourrait faire ce plan. Voilà. Et une fois qu'on a déterminé comment on faisait le plan, eh ben, c'est moi qui m'occupe de faire des listes et des plannings pour déterminer quel jour on a besoin de tel matériel et quel jour on n'en a pas besoin. Ok, après tu t'occupes quand même d'aller le chercher, etc. ou pas du tout? Ça, après, Alors, tu le donnes du coup, avec moi, j'emmène tout le petit matériel qui est la bijoute et le gros matériel, mais tout dépend effectivement de l'utilisation qu'on va en faire sur le film. Si c'est quelque chose qu'on sort tous les jours, bah, dès le début du film, je vais l'emmener avec moi et il va rester avec moi sur tout le film. Et puis après, c'est des choses plus ponctuelles qui viennent, et dans ce cas-là, bah, ça dépend où on se situe, le tournage. Hein. Est-ce qu'il est à Paris, est-ce qu'il est en région, en province, ou... Voilà. Et dans ce cas, bah, c'est plutôt la production qui va trouver les solutions pour l'amener et l'envoyer, que ce soit la régie, que ce soit le loueur lui-même qui fasse livrer. Parfois on a des véhicules un peu spécifiques, par exemple on va dire un gros SUV sur lequel on a mis une grue qui va pouvoir permettre de faire des plans de suivi de voiture par exemple. Voilà, tout en ramenant du mouvement. Mais c'est aussi quelque chose qu'on faisait avant, que par exemple ça c'est quelque chose qui est là, on va dire, depuis les années 90, je pense, ou 2000, quelque chose comme ça, ce qu'on appelle un Russian arm, de manière commune. Et ben ça, avant, on peut aussi le faire autrement. On peut très bien prendre un véhicule avec une plateforme et mettre une grue dessus. Après, peut-être que niveau sécurité, tout ça, c'est peut-être plus compliqué. Bah, du coup, ça va être moins flexible, par exemple, en termes de terrain. Des choses comme ça. Puis ça demande beaucoup de connaissances, quand même, pour fabriquer ça, mine de rien. Ah bah après, tu parles de la voiture avec le... Oui, ça demande des connaissances, oui. Et effectivement, c'est des choses qui ont pu arriver parce qu'une certaine technologie était là, et abordable, on va dire. Parce que là, c'est quand même plus pratique des fois de louer des choses comme ça. Exactement, plutôt que de prendre le temps de le construire, l'outil par nous-mêmes. Okay. Ça va être des questions d'économie et de temps. Pour revenir un peu sur ton parcours, tu as travaillé sur plus d'une vingtaine de films comme Un autre monde de Stéphane Brisé, L'homme du président de Min Ho-woo ou encore Diamant noir de Arthur Harry. Comment est-ce que tu abordes des films avec des décors aussi différents? Des décors et puis même tu vois, des budgets, et des situations, etc. C'est effectivement un peu là le cœur de mon métier, plus spécifiquement de chef machiniste, puisque c'est à ce moment-là que je vais devoir estimer combien j'ai besoin de gens, que ce soit pour la totalité du film, que ce soit par rapport au décor spécifique, à quelle installation est demandée dans quel décor, à quel moment. Tout ça en accord avec la production et dans une discussion avec la production pour, du coup, il faut que je m'adapte à des demandes artistiques et à des exigences économiques. Exactement. C'est pour ça que, par exemple, ce dont on parlait avant, le Russian arm, en fonction de l'économie, du temps, du type de film qu'on fait, on va plutôt choisir éventuellement un Russian arm ou on va plutôt choisir de prendre un petit pick-up avec un tout petit bras qu'on va mettre dedans. Quand j'ai un bras, c'est une petite grue, par exemple. Ok. Ça, c'est la suite des repérages. Une fois qu'on a fait des repérages, qu'on a été dans les décors avec la mise en scène et nous a expliqué ce qu'on voulait faire dans ces décors-là, nous, quand je dis nous en fait, puisque je m'inclus avec le chef électricien, puisqu'on travaille en collaboration, et du coup, ça nous permet de déterminer quels moyens techniques on a besoin pour faire ça, et combien de moyens humains on a besoin pour faire ça. Et en fonction de ce qu'on va déterminer, et en fonction du budget, de là va découler la solution. Ok. Et du coup, tu as dit que tu étais avec le chef électricien, avec la réalisation. Avec quels autres métiers comme ça t'interagis un peu au quotidien ou avec lesquels t'interagis plus? Ça, par exemple, c'était la partie effectivement préparation du
du film, bonne question. Parce qu'en plus de devoir toucher un peu à tout, on est un peu aussi au cœur de beaucoup de métiers. On est donc en relation avec la mise en scène pour cette question de mouvement dans le film. On est proche de la caméra, puisque on travaille avec eux par exemple pour les supports de caméra. On est proche de la lumière, puisqu'on est avec eux pour l'installation des projecteurs. On va aussi être proche de la déco et des accessoiristes, qui eux sont sur le plateau avec nous. Puisque, on va dire de manière intuitive, par exemple pour installer une feuille de décor, admettons, on va dire, je raconte n'importe quoi, mais on est dans une maison, on est en train de tourner, et pour raison X, on veut juste changer ce mur, donc il faut ramener une feuille de décor. C'est à nous en priorité qu'on va demander un coup de main pour venir installer cette feuille de décor, et puis éventuellement il va manquer de quoi sécuriser cette feuille de décor, donc on va nous demander d'aider à sécuriser cette feuille de décor. Ok, ça c'est juste un peu une tradition, je sais pas comment dire. Comme on est là pour la sécurité, okay. Il y a un truc et que par exemple la déco fait aussi intervient sur le tournage, pareil avec une notion de sécurité, c'est-à-dire que de créer un décor, ça demande de savoir que ce mur va pas s'écrouler ou ce plafond va pas nous tomber sur la tête. Du coup, finalement, on a aussi ensemble, à un moment donné, un œil sur la sécurité. Quand cette feuille de décor intervient, finalement, la déco est un peu en responsabilité de faire en sorte que cette feuille ne tombe pas par terre. Et en même temps, moi, quand je vois cette feuille de déco arriver, est-ce que ce qui a été fait, c'est cool ou pas? Est-ce que ça tient? Ou est-ce que, non, peut-être que ça mériterait de mettre une petite bueuse de sable en plus? Voilà. Ou parfois, ils nous demandent à l'avance, on n'aura pas, est-ce que vous pouvez nous aider? Voilà. Et puis l'accessoiriste, c'est pareil, pour déplacer un meuble, des choses comme ça, on va être les premiers à intervenir, parce qu'en fait, on est aussi là, par exemple, j'ai des cubes de bois, qu'on appelle de manière internationale des Apple Box. C'est des cubes de bois avec différentes tailles, et par exemple, si cette table, j'aimerais l'avoir dans mon champ visuel, parce que le bas de mon cadre est trop haut, et que finalement cette petite table j'aimerais l'avoir dans le champ de la caméra, on va me demander de remonter un peu cette table avec mes cubes. Ah, et ça c'est le machiniste qui fait aussi quoi. Oui. Ah, c'est fou, c'est un spectre très large quand même, oui. Ton domaine d'interaction. Oui, parce que en fait dans mon matériel j'ai du bois. Moi en fait ces cubes là ils me servent à faire des constructions pour la caméra. Ils me servent également par exemple à surélever un comédien. Admettons il est un peu trop petit derrière son pupitre. C'est moi qui dois ramener de quoi remonter le comédien en sécurité. Oui, là du coup, en effet, vu que c'est un comédien, il y a une notion de sécurité également. Du coup, comme moi j'ai déjà ça, c'est à moi qu'on va demander de remonter, parce que dans mon petit matériel que j'ai toujours avec moi, j'ai des cubes. Ok, donc ça fait partie du minimum syndical quand on est chef machinot, il faut avoir ces petits cubes en bois quoi. Exactement. Okay. Du coup, tout à l'heure, tu m'as dit que c'est toi qui installais le rail et la dolly, mais qui ensuite pousse cette dolly, la manipule, etc. Alors, effectivement, c'est moi aussi qui suis en charge des mouvements. Si le support de caméra devient un support qui nécessite un mouvement, c'est moi qui suis en charge de ce mouvement. C'est-à-dire que ce soit poser un rail au sol avec la dolly, c'est moi qui vais déplacer le chariot sur ce rail. Si c'est mettre la caméra au bout d'une grue pour faire un plan d'envolée, admettons, c'est moi qui vais manipuler le bras. Le chef opérateur, lui, il va manipuler la caméra, que ce soit par exemple sur cette dolly, ou que ce soit en étant assis au bout de cette grue, ou maintenant on déporte l'opérateur avec une tête caméra, qui est reliée électroniquement, et du coup le chef opérateur peut opérer le mouvement du sol avec la caméra qui se retrouve, admettons, à 6 mètres du sol. Donc, du coup, en fait, potentiellement, c'est-à-dire que tu as vraiment des plans que tu as filmés toi qui sont dans le film, quoi. Alors, effectivement, dans un sens, du coup, ça ramène dans mon métier une part de mise en scène. Effectivement, je vais être impliqué dans le mouvement qui va se voir à l'écran. Et donc, ça nécessite d'avoir une sorte de connaissance
de la mise en scène de manière générale et de qu'est-ce qu'on est en train quel type de plan on est en train de faire et est-ce qu'il faut être rapide, est-ce qu'il faut être lent, et donc il y a une sensation, il y a aussi une part d'artistique dans ce métier qui est quand même extrêmement manuel, une part de sensibilité on va dire. Et ça du coup t'es vachement guidé par le chef-op je suppose? Ah oui, on est guidé par le chef-op et la mise en scène, Okay. les souhaits de mise en scène. Toi, à quel moment t'interviens dans le projet? Qui t'appelle? Et combien de temps de préparation t'as besoin? À quel moment on t'appelle voilà, pour faire partie Alors du film? généralement c'est quand même le chef opérateur qui va être la personne qui va m'appeler pour me proposer de faire un film avec lui. Parfois ça peut être la production, quand le chef opérateur n'a personne à appeler. Voilà. Mais quand même très souvent c'est le chef opérateur qui m'appelle. Et ça il m'appelle... vraiment ça dépend du film. Ça dépend du film. Parce qu'il y a des films où on va savoir un peu à un an à l'avance que ça risque d'avoir lieu dans ces dates-là et donc on parle déjà des projets. Tout comme on peut m'appeler, on va dire, au plus tard du plus tard, on peut m'appeler 2 mois avant, on va dire, 1 mois ou 2 mois avant. Puisqu'on va dire que mon temps de préparation, il est en gros d'1 mois. Entre les repérages et ensuite le temps de préparer le matériel, le booker des équipes, faire des plannings d'équipes, planning de matériel, voilà. Ok, et toi pareil, vu que tu as une équipe, comment ça se passe? T'as genre voilà, un petit carnet d'adresse, t'as déjà travaillé avec plein de Oui, personnes c'est ça. et selon t'appelles... C'est ça, j'ai un carnet d'adresses et en fonction de où se fait le film, quand se fait le film. Mais comme tu dis, des compétences et des connaissances des C'est ça, personnes en sur fonction le de film. ce que le film va demander. Est-ce qu'il demande des compétences particulières ou pas, où est-ce qu'il se tourne. Des fois, on peut nous demander de prendre des gens spécifiquement dans une région. Voilà. Est-ce que tu peux me dire comment ça se passe une journée type pour toi sur un tournage du coup, ou en prépa, enfin peut-être les deux? Bah, la prépa, c'est quand même vague parce que ça dépend si je suis en repérage ou si je suis chez moi en train de lire le scénario, en train de faire des plannings d'équipe ou des plannings de matériel. Vraiment, là, ça n'a rien à... C'est vraiment des journées complètement différentes. Et en même temps, c'est ça qu'on aime beaucoup avec notre métier, c'est d'avoir des rythmes différents. Voilà, mais bon, on va dire plutôt en tournage, là où il y a quelque chose d'un peu plus régulé, qui est l'arrivée, un temps de préparation, on va dire qui est généralement à minima d'1 heure, c'est-à-dire le temps de sortir le matériel, de se mettre en place pour le premier plan qui est demandé. Voilà, on va dire que ça nécessite une heure. Et puis ensuite, il y a le temps du tournage. Et une fois le tournage terminé, là, il y a un temps de remballe, c'est-à-dire démonter éventuellement les installs qui ont été faites, et ensuite remettre le matériel dans le camion pour ensuite pouvoir aller éventuellement sur un nouveau décor le lendemain. Ok. Et pareil, la notion de tu vois, la sécurité, sécuriser justement tous les projecteurs, etc. C'est pareil, ça fait partie du rythme classique, quoi. Oui, ça après, c'est là où c'est toujours différent. C'est là où, en fonction de est-ce que je suis dans une maison dans Paris, dans le 18e, ou est-ce que je suis dans une ferme dans le Poitou, ou est-ce que je suis en studio, bah, du coup, c'est à moi de m'adapter, effectivement, pour toutes les installations qui vont être demandées, s'il y en a. Ouais, parce qu'on n'a pas trop abordé la construction, qui est quand même une petite partie de ton métier. Pareil, tout ce qui est construction, ça se passe comment? Tu as aussi pas mal de tests, je suppose. Enfin, c'est pas une construction comme ça à C'est l'arrache, pareil, c'est en ça où je dis que l'expérience joue, c'est-à-dire que quand tu as été machiniste, donc tu as appris avec d'autres gens, et ben, tu as vu un certain nombre de situations, et on t'a expliqué les erreurs à ne pas faire, on t'a expliqué comment réfléchir. Et donc, on va dire que, allez, 80% des installations sont des installations qu'on a déjà faites, qu'on a déjà vues, qu'on adapte un petit peu. Et puis parfois, ça demande un peu plus de réflexion, un peu plus d'études. Peut-être parce que, tiens, j'ai pas assez de connaissances dans ce domaine-là. Du coup, il faut que je me renseigne un petit peu, il faut que je fasse des calculs. Quelle a été la chose la plus challengeante que tu aies vécue sur un film? J'ai fait une publicité pour une montre
L'idée de la publicité était donc d'aller... où est-ce que c'était? Quel glacier déjà? Un glacier, voilà, et de faire descendre une caméra dans une falaise, dans une faille, avec un gars qui faisait du rappel, enfin pas du rappel, mais du piolet, de l'alpinisme dans cette faille, voilà. Et donc il fallait suivre ce personnage qui faisait de l'escalade avec les piolets et compagnie, et donc c'était un mouvement de caméra vertical, mais avec du coup rien du tout, puisqu'on est sur un glacier, voilà. Ça par exemple c'était très excitant, plus le fait de tourner sur ce glacier-là, donc le contexte et le plan lui-même, étaient deux choses tellement excitantes. Quel a été le ou les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ce travail? Franchement, les rencontres humaines que permettent ce métier-là sont vraiment incroyables. Il y en a tellement de différentes, que ce soit des rencontres, on va dire, furtives, parce qu'elles sont sur un film, que ce soit avec quelqu'un du film, ou que ce soit un agriculteur qu'on rencontre parce qu'on va tourner dans son champ, hein, peu importe. C'est toujours des rencontres incroyables, mais du coup, plus spécifiquement au métier, le fait de pouvoir travailler avec des gens qu'on apprécie et qui nous apprécient, c'est quand même quelque chose moi je trouve, de génial tous les jours. Et du coup, dernière question, quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode? Les SFX, c'est ceux qui vont faire des effets de feu, des effets de pluie, tu vois, des choses comme ça. Fumée, des choses comme ça. Et donc, il y a deux types de SFX. Il y a des SFX qui sont plutôt fiction, mais tu as des SFX aussi en publicité. Et alors, ceux-là, je peux te dire qu'ils valent le coup d'œil. Parce que c'est des génies, les man. C'est eux, tu sais, toutes ces publicités, par exemple L'Oréal, et du coup, t'as pas dû voir parce que c'est différents moments de la journée, mais on fait ce qu'on appelle les matières. C'est par exemple dans ton truc, dans ta publicité de shampoing ou de machin, quand tu vois le liquide qui fait... Ou quand tu vois, par exemple, un truc de boisson, et que tu vois une projection de fruits et de légumes, ou de fruits qui t'arrivent, tu vois ce que je veux dire, avec de l'eau, voilà. C'est eux qui sont en charge de tous les systèmes, pour c'est quel liquide qu'on met pour que ça fasse tel effet, comment on fait, c'est eux qui ont des systèmes avec des vérins pour projeter les produits, par exemple, je sais pas quoi, moi, le burger qui s'éclate, tu vois ce que je veux dire, ou qui se reconstitue, tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est que du SFX, c'est fait en live. Ouais. Ok. Ça, eux, ils sont forts. Eh ben écoute, merci beaucoup Thomas. De rien, avec plaisir Florian. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.